Je m'appelle Evelyne Harper. J'ai 63 ans et il y a quelques semaines, j'ai dit adieu à mon mari après près de 40 ans de vie commune. Nous avions choisi cette maison dans la banlieue d'Asheville, en Caroline du Nord, pour sa véranda qui l'entourait et la façon dont les montagnes encadraient le coucher de soleil depuis la fenêtre de la cuisine. Nous y avons élevé nos 2 enfants, qui emplissaient les pièces de rire, puis de disputes, puis de silence, à mesure qu'ils grandissaient et quittaient le nid. Chaque printemps, nous plantions des herbes aromatiques dans le jardin et, tard le soir, nous nous installions au salon pour parler de tout et de rien jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Mais le deuil a cette façon de transformer ce qui nous était familier. N'est-ce pas? Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une pièce qui était autrefois votre foyer, et que vous vous êtes soudain demandé qui vous étiez sans la personne qui l'avait rendu si semblable, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Cela a commencé doucement, quelques jours seulement après les funérailles, alors que les cartes de condoléances étaient encore empilées sur la cheminée et que les fleurs commençaient à faner. Mon fils a appelé ce mardi matin-là, sa voix perçant le brouillard comme s'il était pressé. Il a zappé le traditionnel « Comment allez-vous ?» pour aller droit au but. Il fallait qu'on parle de la maison. C'est trop pour moi maintenant, a-t-il dit, sur le même ton qu'à l'époque où il avait eu besoin d'aide pour ses études, mais plus sec, plus insistant. Je me souviens d'avoir tenu le téléphone, fixant mon reflet dans le miroir du couloir. Les rides autour de mes yeux étaient plus profondes que je ne l'avais remarqué, mes cheveux encore tirés en arrière après la cérémonie. Le café dans ma tasse a refroidi. C'était celle que ma petite fille m'avait offerte des années auparavant, gravée de lettres délavées qui disaient quelque chose comme « Sois la meilleure ». Plus rien ne me semblait normal. Ni la vapeur qui s'échappait de la tasse, ni le ronronnement discret du réfrigérateur. Et au fil des jours, quand j'ai commencé à comprendre ce que mon fils et ma fille chuchotaient à huis clos, quand leur inquiétude s'est révélée être du calcul plutôt que de la bienveillance, quelque chose en moi a changé. Pas un fracas, mais un lent délitement. Ou peut-être la première vraie respiration que j'ai prise depuis des années. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de la douleur sourde de réaliser qu'on s'est effacé de sa propre vie et de la détermination inébranlable à revenir sur le devant de la scène. C'est ce qui arrive quand ceux qu'on a élevés décident que notre valeur est liée à ce qu'on laisse derrière soi et comment on trouve la force de réécrire cette fin. Avec le recul, cet appel a été le premier fil qui s'est détaché. Le lendemain, il a rappelé tôt. Avant même que j'ai fini mon thé. Il a mentionné le dîner avec ma fille la veille, leur discussion sur ma situation. La maison était trop lourde, a-t-il expliqué. Invivable pour quelqu'un comme moi. Je suis resté près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin d'herbes aromatiques envahi par la végétation que nous avions négligée depuis le début de sa maladie. Il n'y avait pas de dette sur la maison. Je le lui ai dit clairement. Un silence s'est installé entre nous. Puis ce rire, un écho de celui de son père, mais sans la douceur qui l'adoucissait autrefois. Il a éludé la question, parlant de médicaments et d'entretien, de leur simple inquiétude. Mais l'inquiétude ne sonne pas comme un argument de vente. Il s'est lancé sans hésiter, décrivant la maison coloniale que sa femme et lui avaient repérée, une demeure plus spacieuse pour leurs besoins grandissants. Ma fille, ajouta-t-il, était aux prises avec les frais d'études de son propre enfant. Vendre cette maison pourrait tout régler, affirma-t-il. Un partage équitable, tout le monde à l'abri. Et moi? C'est là toute la beauté de la chose, insista-t-il. Le sous-sol de ma fille, son appartement, son entrée privée, un petit coin douillet. Il y avait parfois des inondations, lui fis-je remarquer doucement. Il faut réparer ça tout de suite, rétorqua-t-il. Et imaginez la compagnie de ma petite fille, rentrée de l'université, qui pourrait bien donner un coup de main à la maison. Je restais silencieuse, submergée par les souvenirs. Le dernier Thanksgiving, relégué au sous-sol tandis que les rires résonnaient à l'étage. Ma fille n'avait pas donné de nouvelles depuis les funérailles. Il continua, mentionnant le cousin de sa femme, agent immobilier avec un acheteur potentiel. Argent comptant, propre, vente rapide. Ce serait un nouveau départ, promit-il. Comme si le poids de toutes ces années s'effaçait, c'était une marque de gentillesse. Nous tenons à vous, conclut-il. Mais ces mots sonnaient creux. Plus d'autorité que de réconfort. Ce soir-là, un texto de ma fille s'est affiché sur mon téléphone. Elle était au courant du projet, savait que ce serait difficile, mais que c'était logique. Ma petite fille était ravie de m'avoir plus près d'elle. Je l'ai relu, l'écran légèrement flou. Ravie. La même fille qui s'était faite discrète il y a des mois. Plus d'appels,
Plus de visites depuis les fêtes. Notre dernier échange. Un simple merci dans une conversation familiale. Rien de personnel. Si elle était enthousiaste, je ne l'avais pas ressenti. Et ma fille, absente pendant les moments les plus difficiles, présentait maintenant cela comme un geste de générosité. Son sous-sol n'était pas une aumône, mais un renversement des rôles où je redeviendrais la personne qui prenait soin d'elle, celle qu'elle avait dépassée. Ce n'était pas de l'amour qui parlait, c'était de la logistique. Me mettre à l'abri tout en me gardant sous la main. Vous connaissez peut-être ce sentiment, quand les mots censés apaiser ne font que souligner à quel point on est devenu invisible. Ce soir-là, j'étais assise à la table de la cuisine, la pièce faiblement éclairée par une simple lampe. Des assiettes intactes, offertes par des personnes bienveillantes, s'alignaient sur le comptoir. Les cartes restaient scellées. Pour la première fois depuis son départ, je les murmurais à voix haute. Je n'étais pas un problème à résoudre. Je n'étais pas un papier peint défraîchi. Et dans ce silence, j'ai décidé que faire semblant était terminé. Le lendemain matin, je me suis retrouvée dans son bureau, l'air imprégné encore de son eau de Cologne mêlée à l'odeur de vieux livres. Nous avions choisi ce bureau ensemble aux puces, quand notre fils portait encore un appareil dentaire, rêvant de son avenir. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui qu'il avait toujours jugé rempli de dossiers ennuyeux. Sous des piles de reçus jaunis, un épais dossier attendait. Des relevés bancaires, des placements, des actes de propriété, et puis quelque chose qui m'a coupé le souffle. Des papiers pour une villa, non pas ici, dans les Carolines, mais sur la côte amalfitaine, en Italie. Des photos en sont sorties. Une modeste maison blanche aux volets bleu-azur. Une terrasse donnant sur la mer, des citronniers tapissant les murs. Au dos de l'une d'elles, de sa main soignée, un havre de paix où règne la sérénité, sans aucune condition. Elle avait été achetée discrètement, des mois avant que son cœur ne lâche. Plus profondément, une enveloppe à mon nom, scellée, datée juste après son décès. Ma très chère Evelyne, commençait-elle. Si cette lettre te trouve, c'est que le silence dont je t'ai protégée est venu frapper à ta porte. Nos enfants, je les adore, mais je les vois bien. Ils rôderont, persuadés de tout savoir. Mais toi, tu es indestructible, tu n'es pas un fardeau à porter. Tout ce que nous avons rassemblé est pour que tu l'accueilles, non pour que tu le subisses. Va Y. Goûte aux rêves dont nous nous sommes murmurés. Pense à toi d'abord. Et sur cette terrasse, avec les vagues en contrebas, souviens-toi que j'ai toujours vu ta flamme. À toi pour toujours. J'ai lu jusqu'à ce que les mots se brouillent, puis j'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine. À cet instant, tout a basculé, non pas vers la colère, mais vers la lucidité. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Margaret Ellis, son avocate de longue date, dans son bureau du centre-ville. Fauteuil en cuir, étagère de volumes reliés, sans fioritures, juste une compétence professionnelle. Elle a étalé les documents devant nous. Un trust à mon nom uniquement, la maison, les comptes, cette propriété italienne, tout à moi, les enfants, juste l'indemnisation de l'assurance. Il l'avait prévu, il avait protégé ce que nous avions construit des suppositions. Elle me tendit une autre enveloppe, un fonds séparé qu'il avait créé à partir de sa pension, qu'il appelait mon compte liberté. 50 000 livres sterling mises de côté pour le jour où je prendrais ma décision. Ma voix se brisa. Il savait que j'aurais besoin de ce petit coup de pouce. La villa entièrement payée, entretenue par un gestionnaire local, prête à partir à tout moment. Pour une fois, l'avenir n'était pas synonyme de sacrifice. Il était ouvert, accueillant. « Veux-tu que les papiers officialisent tout ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondis-je. Un mot imperturbable. De retour à la maison, le poids s'allège légèrement, mais la pression qu'ils exerçaient ne faiblit pas. Mon fils n'arrêtait pas d'appeler, insistant sur les détails, les estimations, les échéances, comme si mon silence valait accord. Ma fille m'envoyait d'autres messages empreints de pragmatisme. On s'occuperait bientôt de l'aménagement du sous-sol, on le rendrait chaleureux. Mais chaleureux pour qui? Je pensais à ses propres blessures. Le divorce qu'il a laissé désemparé. Comme elle s'est appuyée sur moi, puis s'est éloignée. Et maintenant, elle revient vers moi comme si j'étais le filet de sécurité qu'elle avait oublié de remercier. Et mon fils, toujours à planifier, façonné par des années à lui faciliter la tâche, prêts étudiants annulés, à compte discrètement pris en charge. Sa femme l'y encourageait. Je savais que ses ambitions alimentaient les siennes. Leur bienveillance n'était pas feinte,
simplement filtrés par ce qui les arrangeait. Si vous avez déjà ressenti l'érosion lente du fait d'être apprécié uniquement pour son utilité, cette insidieuse érosion de votre morale, vous comprenez comment elle s'installe. Non pas de façon explosive, mais insistante, comme la pluie qui use la pierre. Un après-midi, alors que je rangeais quelques souvenirs, sa voiture est arrivée à l'improviste. Je l'ai observé par la fenêtre, le cœur battant la chamade. Il est entré d'un pas décidé, un dossier à la main, prenant les rênes. Les déménageurs que j'avais appelés devaient arriver d'une minute à l'autre. Ce qu'il a vu, des cartons étiquetés, des pièces à moitié vides, l'a glacé d'effroi. Il a exigé des explications, la voix qui montait. Je l'ai accueilli à la porte, vêtu de la robe d'été qui, selon mon mari, mettait toujours mes yeux en valeur, les cheveux lâchés pour la première fois depuis des semaines. Pas de précipitation, pas de défense, juste du calme. Ces souvenirs d'enfance, vous pouvez les prendre, ai-je dit. Les souvenirs comptent, mais je ne les emporterai pas avec moi. Sa confusion s'est accentuée. La vente n'était pas signée. L'acheteur attendait. Je lui ai demandé franchement s'il avait déjà mis de côté le produit de la vente après déduction des frais fictifs. Silence. Tu ne t'es jamais renseigné sur nos finances, ai-je poursuivi doucement. Ni si cette vie me convenait encore. On aidait, a-t-il protesté. Aider qui, ai-je rétorqué. Les mots planaient comme un voile. Puis mon téléphone a vibré. Ma fille en haut-parleur. Un chaos dans sa voix. Une livraison chez elle. Ce vieux piano droit qu'elle réclamait enfant. Tu pensais que tu le chérirais, ai-je répondu d'un ton égal. Elle a répliqué sèchement. Pas de place, pas besoin. Et la maison? On ne la vend pas, ai-je confirmé. Tu ne peux pas t'en sortir seule, a-t-elle insisté. Plus que tu ne le penses, ai-je dit. Une fissure dans sa voix. Que se passe-t-il vraiment? Je prends du recul, lui ai-je dit. Pas dans ta chambre d'amis, mais vers moi-même. Dans le silence qui suivit, le doute s'insinua comme les ombres qui s'allongent au crépuscule. Avais-je été trop dure, trop prompte à imaginer le pire? Assise dans le salon vide ce soir-là, le parquet craquait sous mes pas. Les échos des dîners de famille et du chaos des fêtes s'estompaient. Mon mari l'avait vu venir, sa lettre était une bouée de sauvetage. Mais en la tenant maintenant, je me demandais si j'avais mérité cet échappatoire. Des années à me donner corps et âme à eux, à penser leurs blessures tandis que les miennes restaient tues, m'avaient-elles rendu complice de ma propre disparition? Peut-être connaissez-vous ce tiraillement intérieur où reprendre son espace semble égoïste même si cela nous sauve. J'ai pensé à ma fille, accablée par son rôle de mère célibataire. Son silence après les funérailles était peut-être né de son propre chagrin, et non de l'indifférence. Et mon fils, en quête de stabilité pour sa famille, à l'image du père protecteur qu'il avait vu en lui, mais sans sa sagesse tranquille. Leurs blessures n'excusaient pas leur négligence, mais les comprendre a adouci ma propre douleur. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais devenue une simple note de bas de page dans leur projet. Le lendemain matin, tandis que les déménageurs chargeaient les derniers cartons, les affaires essentielles entreposées, le reste donné, je m'attardais dans le jardin, les doigts effleurant les feuilles de basilic fanées. Cet endroit avait été le témoin de nos joies. Premier pas, remise de diplôme, anniversaire célébré en toute discrétion. Laisser partir quelqu'un ne signifiait pas l'effacer. C'était honorer la liberté qu'il nous avait offerte. Mais la douleur persistait, un vide dans ma poitrine là où devrait se trouver la certitude. Plus tard à l'aéroport, en embarquant pour Naples, j'ai choisi le siège côté hublot, son préféré, toujours avide de contempler le paysage. L'océan se déployait en contrebas comme une immense carte inexplorée, et j'ai laissé le ronronnement des moteurs couvrir mes interrogations. Le sommeil ne vint pas, seulement des réflexions. Comment j'avais étouffé ma propre lumière pour faire briller la leur, comment sa clairvoyance la ravivait. La solitude m'enveloppait, non pas aiguë, mais familière, comme un vieux manteau. Les formalités douanières étaient floues. Le but de ma visite? Un nouveau départ, dis-je, les mots résonnant comme une nouveauté. Dehors, une femme tenait une pancarte. Sophia Morale, la gérante qui l'avait engagée, m'accueillit chaleureusement, son étreinte me rapprochant de l'inconnu. Votre mari parlait souvent de vous, dit-elle. Que cet endroit vous correspondrait. La route côtière serpentait entre des falaises parsemées d'oliviers, la mer scintillant d'un turquoise éclatant entre chaque virage.
Chaque vision était comme un murmure de sa part. C'est à vous. L'arrivée à la villa me coupa le souffle. Des murs blancs luisaient dans la lumière du soir. Des volets bleus encadraient les fenêtres. Des fleurs de bougainvillia débordaient du portail comme un accueil. La terrasse surplombait la Méditerranée, les vagues murmurant en contrebas. Sophia me tendit la clé. Votre récompense pour avoir enduré avec grâce, expliqua-t-elle. À l'intérieur, la simplicité régnait. Le sol en terre cuite était frais sous nos pieds, les étagères nues mais accueillantes. Une cuisine baignée de soleil doré à travers des baies vitrées voûtées. Elle contrastait avec notre maison de Caroline du Nord, et pourtant, elle s'y intégrait parfaitement, comme une pièce de puzzle égarée. Elle avait fait des provisions de base, vin, pain frais, olives, fromage. Repose-toi, m'a-t-elle conseillé. Demain, on explore. Ce soir-là, un verre à la main sur la terrasse, j'ai regardé le soleil se coucher, peignant la mer de teintes ambrées. Le rythme des vagues se calait sur ma respiration. J'observais le tourbillon intérieur. Non pas vide, mais en pleine ouverture. Non pas seule, mais vivante. Si vous vous êtes déjà tenu au bord du précipice, vous demandant si le saut en vaut la peine, voilà ma réponse. Des journées calmes, naturelles, qui se fondaient dans la paix. Pas de courriel, pas d'obligation. Je m'occupais des citronniers avec Sophia, tentais quelques phrases en italien qui provoquaient les rires des habitants, flânais jusqu'à la boulangerie du village où mon nom suscitait rapidement des sourires. Mais sous cette quiétude apparente, des questions persistaient. Allait-il me tendre la main ou le pont était-il définitivement coupé? Le doute s'insinuait au crépuscule. Était-ce fuir ou reconquérir? Pendant les heures calmes, j'écrivais dans mon journal, laissant jaillir des mots sur l'amour muet en devoir, sur le courage de démêler cette situation. Puis, le 4e soir, alors que le crépuscule s'installait, mon téléphone vibra. Le nom de ma petite fille, premier contact depuis des mois. Après un silence, je répondis. Sa voix tremblait. Du soulagement, puis des excuses. Elle venait d'apprendre l'aide financière que je lui avais envoyée anonymement par l'intermédiaire de sa mère. Pourquoi me l'avoir cachée? Demanda-t-elle, blessée, en peignant ses mots. Je n'avais pas besoin de compliments, répondis-je doucement. Je voulais juste te faciliter la tâche, avoua-t-elle, convaincue que j'avais besoin d'espace. Elle s'était éloignée, mais c'était par évitement, non par gentillesse. La honte teintait sa voix, le poids des pressions liées à ses études et aux attentes familiales pesant lourd sur ses épaules. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je me retins. Tu appelles maintenant. C'est suffisant. Ces mots suivants changèrent l'atmosphère. Pourrait-elle venir? Les vacances de printemps approchaient. Les projets avec les amis étaient annulés. Je veux voir la villa qu'il a choisie, dit-elle. Te connaître au-delà des histoires. La demande planait, fragile. Je laissai le silence s'installer. Puis oui, viens. 3 semaines plus tard, à l'aéroport de Naples, j'attendais. Le cœur partagé entre espoir et méfiance. Elle apparut. Pas la jeune fille parfaite des photos. Cheveux bouclés, sourire serein, mais authentique. Jambes délavées, t-shirt simple, son regard scrutait les alentours jusqu'à croiser le mien. « Mamie !» s'écria-t-elle en accourant. Son étreinte était intense, d'une force spontanée. « Tu rayonnes !» dit-elle en reculant, les cheveux courts. L'idée de Sophia, souris-je. La route serpentait le long de la côte, son visage collé à la vitre, s'extasiant devant les villages, les bosquets, les aperçus de la mer. « C'est ce qu'il avait imaginé pour toi, » murmura-t-elle. J'acquiesçai. Un secret pour quand les exigences s'estomperaient. Arrivée à destination, elle s'immobilisa. Les fleurs, le parfum des agrumes, l'immensité bleue au-delà. Il savait que tu t'épanouirais ici, chuchota-t-elle. Ce soir-là, sur la terrasse, tandis que la paella de Sophia réchauffait l'air, elle me demanda comment s'étaient passées mes journées. Non pas pour avoir des nouvelles, mais par curiosité. Telle-ci m'a cherché, et je lui ai partagé les écrits que j'avais commencés, non pas de la fiction, mais des vérités. Comme il est facile de se fondre dans des rôles. Combien il est vital de retrouver son essence. Le lendemain matin, promenade dans le village, pain chaud sorti du four, salutations échangées, mon italien hésitant accueilli avec patience. Elle m'a écouté parler de rêves reportés,
de ses propres histoires qui jaillissaient, de la pression de la performance, du masque qui se fissurait. Plus tard, sur la plage, le sable se dérobant sous nos pieds. Elle a levé les yeux. Je veux rester plus longtemps, ne plus faire semblant. Ces mots m'ont touché. Écho de mon propre éveil. Reste, ai-je dit. On s'en sortira. La famille, ce n'est ni un héritage ni de la culpabilité. C'est se montrer tel qu'on est, sans phare. C'était le renversement de situation. Non pas une confrontation, mais une connexion forgée dans la vulnérabilité. Sa présence n'a pas effacé les trahisons, mais les a reformulées. Des blessures qui guérissaient dans une lumière partagée. Les semaines se sont transformées en un rythme que nous avons construit ensemble. Des matins à explorer les criques. Des après-midi à écrire côte à côte. Elle avec ses carnets, moi avec les miens. Le rire était plus facile, les silences réconfortants. Mon fils et ma fille me contactaient sporadiquement, des messages empreints de confusion, puis des gestes timides de réconciliation. Je répondais sans amertume, les limites bien définies. Cette vie était mienne désormais. Les invitations s'ouvraient quand j'étais prête. Une paix profonde s'était installée. Une justice tranquille dans les choix faits. La villa était devenue mon foyer. Non pas un remplacement, mais un renouveau. Une brise citronnée attisait les murmures infinis. Les hochements de tête des villageois, autant de rappels d'une valeur affranchie des besoins d'autrui. Le cadeau de mon mari n'était pas seulement de la pierre et une vue. C'était la permission de m'épanouir. Et avec ma petite fille, des liens se sont tissés. Non pas par obligation, mais par choix. Nous cuisinions des repas simples, partagions des histoires sous les étoiles, et trouvions l'un dans l'autre des reflets de notre résilience. Si cela résonne en vous, si la disparition s'estompe, si l'étincelle renaît, sachez que c'est universel. Que des vérités silencieuses attendent d'être découvertes. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que davantage d'histoires comme celle-ci puissent atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.